Vous ne le connaissez pas et pourtant, c'est le Bill Gates belge. Fabien Pinkars a commencé à coder des sites dans sa chambre quand il était étudiant et a maintenant une entreprise, Odoo, qui est valorisée à plus de 3 milliards de dollars. Et pourtant, il partage la majorité de son code publiquement. En partenariat avec eux, Fabien est venu nous raconter leur aventure incroyable dans l'open source, pourquoi ses recrutements font polémique, comment il a failli se faire voler sa boîte par des financiers, ou encore son plan pour remplacer WordPress, ou même Notion. Je te propose de nous raconter un petit peu les origines qui sont assez particulières de Odoo, et toi, de comment tu te lances dans l'entrepreneuriat. Alors, je sais pas si elles sont particulières, je pense que tout le monde fait un peu ça, tu démarres dans ton coin, dans ta chambre, tu développes les premiers trucs. À 13 ans, j'ai fait mes premiers logiciels de gestion, et puis j'ai vendu à... Attends, pause. T'as fait des logiciels de gestion à 13 ans. Oui, c'est ça qui n'est pas particulier. Voilà, par exemple, tu vois, le mec qui fait des logiciels de gestion de TVA à 13 ans, il est rare quand même. Je comprenais pas la TVA, on me disait tu fais x1.21. Puis j'ai fait plein de trucs. J'ai fait un magasin de vêtements, j'ai fait des virus, j'ai fait des antivirus, j'ai fait des jeux, j'ai fait de la 3D, des moteurs 3D. Et à un moment donné, je me suis dit j'arrête toutes ces conneries, j'avais un magasin de vêtements, je pliais 5 à 10 000 vêtements par semaine. Mais j'ai appris ça que Odoo, à l'origine, si tu remontes suffisamment loin, en fait, c'était un magasin de vêtements. Oui, il y avait d'autres choses. Il y avait un truc qui était sympa, c'était un antivirus anti-spam qui s'appelait nomoreviagra.com. Et alors tu mettais... pour cleaner ta base. Oui, tu mettais sur la réception de ton pop ou ton IMAP, tu mettais .nomoreviagra.com et ça te filtrait les spams et les virus. Un des aspects les plus étonnants, justement, de Odoo, qui, on le rappelle quand même, est aujourd'hui une boîte gigantesque. Vous avez plus de 1000 employés. 2500. 2500 employés. Et à l'origine, le code sur lequel vous tournez est open source. C'est encore aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire aujourd'hui, on a deux produits. On a ce qu'on appelle Odoo Community, qui est 80% de nos applications, qui est complètement open source, LGPL. Et puis, on a Odoo Enterprise, qui est 20% d'applications en plus, qui, elles, sont payantes par contre. Est-ce que c'est pas totalement antinomique, le fait d'avoir un business, de vendre des choses d'un côté, et de l'autre côté, d'avoir son code parfaitement public que tout le monde peut utiliser? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment c'est possible, comment ça peut marcher, tu vois. Bah nous, c'est ce modèle qu'on appelle Open Core, où on a 80% de nos applications qui sont open source, 20% payants. Et en fait, les 20% payants financent la totalité de la recherche et développement. Si on peut développer autant d'open source, c'est parce qu'on a les 20% payants, quoi. Mais pourquoi ne pas faire, par exemple, du complètement propriétaire? Alors, moi, je suis passionné d'open source, quoi. C'était même pas une possibilité pour moi. J'ai commencé, j'ai toujours utilisé de l'open source, développé de l'open source, j'allais pas faire autre chose. Si j'en suis arrivé à faire du propriétaire, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est parce qu'on va avoir tout essayé. Après 7 années au bord de la faillite, où j'arrivais pas à trouver le modèle qui marche, j'ai dû faire du propriétaire. Mais les 10 années d'avant, c'est d'ailleurs une de mes plus grosses erreurs. Je ne faisais que de l'open source et je disais à la communauté, on sera toujours 100% open source. Tu penses que faire du 100% libre, c'est impossible? Non, si, ça marche. Tu as des super logiciels. Blender, par exemple, c'est un exemple incroyable. C'est 100% libre, mais quand on arrive à un moment où tu as besoin de centaines de développeurs, c'est chaud, quoi. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Blender, ils gagnent très peu d'argent. Ils ont la chance d'avoir une communauté hyper active de devs. Et l'équipe core, c'est 20 personnes, quoi. Voilà, ouais. Et Blender est devenu récemment l'un des meilleurs logiciels 3D qui existent, quoi. Tu mentionnais le fait qu'il y a eu une croissance quand même assez importante. Il y a eu des périodes compliquées? Toutes. Non, mais en fait, j'ai commencé tout seul. J'ai commencé tout seul, puis deux. Puis de 2, je suis passé à 3, puis 4. Donc il m'a fallu 4 ans pour monter à 4 employés. Et en fait, jusqu'à il y a 4-5 ans, où là, vraiment tout a commencé à bien fonctionner, j'étais en permanence en manque de cash, quoi. Et permanence, c'est-à-dire que parfois je paye les salaires en retard, des choses compliquées, quoi. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Quand on m'a contacté pour en parler, ton équipe, j'étais vraiment convaincu par le truc. Et notamment parce que le pricing est incroyable. C'est un truc qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Autant d'outils qui parlent tous ensemble, qui marchent bien, pour si peu cher. Comment c'est rentable? Il a fallu le faire pendant 20 ans. C'est-à-dire que tu dois construire un volume et que tu compenses le prix bas par des volumes gigantesques. Et alors, c'est super rentable, hein. Le mois passé, on a fait 8 millions d'euros de cash flow positif. Incroyable. Wow, bravo. Donc, ça marche, mais il a fallu 20 ans parce qu'il a fallu construire une base installée qui est avec des millions d'utilisateurs pour que les volumes compensent les petites marges. Je trouve ça incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui je parlais de cette émission qui ne connaissaient pas Odoo. Il y a un côté à la fois, vous êtes partout et pourtant on vous connaît pas tant que ça, et même toi t'es pas une figure. J'imagine qu'il y a des démographies. C'est du B2B, tu vois. Les logiciels de compta, c'est pas sexy, c'est pas, les gens connaissent pas, quoi. Ouais. C'est fou. Il y a un truc très intéressant, c'est que tu es toujours majoritaire de la boîte. Et c'est un truc auquel tu tiens beaucoup, ça? En fait, oui, mais faut peut-être expliquer pourquoi. Ce que je fais, ça se construit sur des décennies. On n'a pas encore gagné, on fait 0,1% de part de marché. C'est vraiment un truc sur le long terme. Et la seule manière pour moi de pouvoir assurer que ça va marcher sur le long terme, que ça restera majoritairement open source, etc., c'est de garder le contrôle. Si ça passe aux mains d'investisseurs ou de VC, etc., je ne suis pas certain qu'on aurait pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui dans Odoo. Donc c'était une manière pour moi d'assurer le futur d'Odoo, quoi. Et sur justement les systèmes traditionnels de monter des entreprises aujourd'hui où
voilà, l'objectif c'est de lever un maximum d'argent. C'est ce qui un peu te donne du crédit social aussi dans l'écosystème, c'est de faire la plus grosse levée. Et j'ai l'impression que toi, t'as pas en tête de faire un exit dans 1 an de ta boîte et de... Non, nous, on veut pas d'exit. Enfin, moi, je fais pas ça pour l'argent, quoi. C'est le projet qui m'intéresse. C'est le projet de ta vie. Il faut voir, hein, il y a plein de gens qui souffrent dans les entreprises, qui galèrent parce qu'ils font du travail administratif, qui font du réencodage. Et il y a des dépressions au travail à n'en plus finir parce que vraiment, les gens sont inefficaces alors que les gens ont envie d'être efficaces, de contribuer, d'amener de la valeur ajoutée dans leur travail. Et ils sont souvent bloqués par des outils, de ne pas avoir l'accès à l'information, etc. Donc je pense vraiment que ce qu'on fait est super important et c'est ça qui me booste. C'est pas les valorisations, les exits ou quoi. C'est le projet, quoi. J'avais entendu un peu vos modèles de fonctionnement. Il y a des particularités qui sont marrantes quand même chez vous dans la culture. Ah, c'est une boîte spéciale, ouais. Comment tu décrirais la culture que vous avez ? Mais en fait, tout le monde le dit. C'est-à-dire, nous, on a beaucoup d'autonomie, de responsabilité, d'évolution. Toutes les boîtes le disent, mais chez nous, c'est vrai. Vraiment, quoi. C'est-à-dire, un jeune qui démarre, il va être tout seul sur son projet. Et des projets chez nous, c'est transformation d'entreprise. Hein. Il va tout de suite avoir ses responsabilités complètes. Il va y avoir une évolution très, très rapide. Parce que ils doivent apprendre tous les métiers, toute taille d'entreprise, toute industrie confondue très, très rapidement. Les gens qui viennent chez nous, ils ont l'impression d'être dans un code étudiant ou dans une ambiance campus. C'est très jeune et c'est... Il paraît que vous êtes dans des fermes. Ouais, on est dans des fermes. C'est quoi ce truc ? À l'origine, j'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais étudiant, puis j'ai engagé des gens. On était dans ma petite chambre d'étudiant. Et donc j'avais des gens qui travaillaient à gauche, à droite. Moi, je faisais mes examens. Mes premiers employés travaillaient sur les logiciels. Et puis j'ai donc pas assez d'espace. J'ai dû louer quelque chose, mais j'avais pas de sous à l'époque. J'étais toujours pas payé, j'avais pas de salaire. J'ai loué une petite maison. Et puis je me suis retrouvé avec des employés partout, dans la cuisine, dans les chambres. Et moi, je dormais dans une chambre. Sombre Airbnb. Donc j'ai toujours souffert du manque d'espace. Et à un moment, je me suis dit, bon, là, il va falloir acheter quelque chose où je peux grandir, quoi. Mais j'avais toujours pas de sous, on était toujours en galère et j'ai toujours pas de salaire. Et ce que tu peux trouver de plus grand en Belgique sans argent, c'est une ferme délabrée. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé une ferme délabrée qui était toute pourrie. C'est pas con, hein. Et puis on l'a rénovée avec la croissance, quoi. Et ce dont on parlait, qui m'avait fait marrer, c'est que ça a eu un impact sur un peu le voisinage, le fait qu'il y ait littéralement des milliers de gens qui se ramènent du jour au lendemain. On est dans une mini-commune, en fait. Il y a 6000 habitants. Et donc, nous, on a 2500 employés, ça pèse sur une commune de 6000 habitants. Rien qu'en termes de trafic, quoi, c'est compliqué parce que les routes sont... T'as le bon Dédé en tracteur qui fait sa suze, tu sais, illégale dans le salon, et t'as lui à côté avec sa start-up. Et puis, même le matin où... Ça me termine. Tu dois avoir des bouchons dans la campagne. Ouais, ça va. Et après, la commune nous a bien aidés pour organiser la circulation. Improbable. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il est développeur et belge et il demande si Odoo avait créé un casse-tête en bois qui initie un processus de recrutement. Ouais. On a fait plein d'actions pour recruter et une des actions qu'on a fait, on a pris tous les plus gros contributeurs GitHub en Belgique. On n'avait pas leurs adresses, mais on savait où ils travaillaient. Donc on a envoyé à leur bureau un casse-tête en bois et quand ils l'ouvraient, il y avait tout un casse-tête où ils devaient craquer notre site web avec 10 étapes après derrière. Après ça a fait un tollé parce que toutes les boîtes se sont énervées quand ils ont vu leurs développeurs jouer avec des casse-têtes Odoo dessus. Mais ça a super bien marché. On a explosé le sourcing de recrutement. Trop malin. Sur la question de vos applications open source, il y en a une en particulier qui est un constructeur de sites. Je voulais revenir un petit peu dessus parce que c'est, mine de rien, un pari assez fort d'aller sur le marché de la construction de sites qui est potentiellement le truc où qui est le marché concurrence la plus c'est le marché le plus finito. Ouais. Alors évidemment, dans les trucs propriétaires, on connaît tous les gros noms qui existent. Dans l'open source, il y a WordPress, le mastodonte. 43% des sites internet, c'est du WordPress. C'est vraiment incroyable. Impressionnant. À quel moment tu te dis, on va y aller, on va les manger. Ça a l'air un peu prétentieux comme ça. Mais... non, mais qu'est-ce qui motive ça ? Après, on l'a déjà fait. Hein. On a fait dans les logiciels de gestion. On s'est dit, on va s'attaquer à des mastodontes comme SAP, Microsoft Dynamics, et on l'a fait. Donc. Il y a un côté un peu Marvel, tu sais, genre un homme belge seul face à WordPress et des développeurs d'Amsterdam. Non, en fait, il y a une opportunité. Si tu regardes sur le marché, tu as 3 types d'acteurs. Tu as les e-commerce. Globalement, c'est Shopify aujourd'hui qui est le leader sur les e-commerce. Le problème, c'est que c'est un marché relativement open source. WordPress a gagné, pas parce qu'il est super bon, parce qu'il est open source. Ouais. Et les agences, marketing, les développeurs ont besoin de travailler sur des logiciels open source qu'ils peuvent customiser, etc. Ouais. Donc, on a ce très bon e-commerce, mais WordPress derrière qui ne sait pas bien faire de l'e-commerce. Tu as les website builders type Wix, Weebly, où tu peux construire ta page en drag and drop, super sympa pour monsieur tout le monde parce qu'il peut faire un site sans compétences techniques. Et puis de l'autre côté, tu as WordPress où son avantage c'est d'être open source. Et tu personne qui fait les trois. C'est le pari, c'est que de se dire, mais si on vient avec les trois, on a les trois aujourd'hui,
on a peut-être une chance de percer sur ce marché et de devenir quelqu'un, quoi. Moi, j'y crois effectivement fortement au potentiel qu'il y a, notamment pour avoir eu le malheur de devoir faire du dev WordPress. Alors que pourtant, j'ai jamais été formé dessus ou quoi, hein. Mais il y a toujours le pote de la tante qui a son portfolio sur WordPress qui ne marche plus. Et donc, on appelle Bibi à l'aide, évidemment. J'ai passé des nuits blanches sur cet outil, je le déteste. Ils ont fait quelque chose de bien quand même. Exactement. Ce qui va être très compliqué, je trouve, à attaquer, c'est que WordPress, pour moi, il est fort parce qu'il y a plein de tutos, il y a plein de plugins. Oui. Et il y a une grosse c'est ça qu'il va falloir construire, quoi. Il y a une grosse communauté qui est bien attachée à WordPress. Mais alors, on a l'avantage qu'on a aussi une communauté qui vient pas du même monde, qui vient du monde de la gestion d'entreprise, mais qui est assez grosse. On a quand même 63 000 applications, donc ces gens savent développer. À peu près 100 000 temps plein qui bossent sur Odoo. Et qu'on essaye de faire basculer sur la partie website également, quoi. Et en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est un double tranchant, la communauté. C'est-à-dire que WordPress a effectivement une très grande communauté. WordPress a effectivement énormément de plugins. Je suis fasciné de voir que même des plugins très populaires, etc., si tu regardes en termes de qualité de construction, de qualité de code, de qualité de SEO, c'est cracra. Ils ont une stratégie où ils ont un core et puis beaucoup vient avec les modules. Nous, on a une stratégie un peu différente où on se dit beaucoup doit être en standard avec la qualité d'un éditeur. Comme ça, les gens ne doivent pas normalement installer plein de modules communautaires, quoi. Ou pas trop, juste pour vraiment les cas compliqués, quoi. Je voulais un peu revenir sur les histoires que tu as eues assez improbables, notamment que tu as un historique qui est un peu mouvementé au pilotage de la boîte. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Est-ce que tu peux dire? Oui, on peut tout dire. C'est pas... Mais en fait, moi, j'ai dû apprendre ça. C'est-à-dire que quand tu commences, tu es entrepreneur, tu es le chef de ta société avec tes collègues et tout ça. Et puis, quand tu fais ta première levée de fonds, il faut commencer à construire un conseil d'administration. Et donc, les investisseurs arrivent, tu dois trouver 2-3 personnes et tu crées un conseil d'administration. Et normalement, le conseil d'administration est au-dessus du CEO. Et donc, moi, j'ai pris ça très à cœur. Je me suis dit, voilà, il y a le conseil d'administration dont je faisais partie, hein, mais on était plusieurs. Et moi, en tant que CEO, j'essaie de les satisfaire, etc. Ce que j'avais pas pigé, c'est que les actionnaires sont au-dessus du conseil d'administration. Il m'a fallu du temps pour piger. Et moi, voilà, j'étais l'actionnaire majoritaire. Donc, le moment où j'ai commencé à avoir des problèmes avec le board, j'en ai vraiment souffert. Et j'avais pas bien intégré que, en fait, j'étais actionnaire, j'aurais pu en licencier ou quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, je rassure tout le monde, on a un chouette board, mais j'ai eu un board mouvementé avec des tentatives de prise de contrôle de l'entreprise et ce genre de choses. Ça ressemble à quoi en fait, à une tentative de prise de contrôle de ta boîte? Alors moi, comment ça s'est passé? On n'avait plus de cash. Donc moi, j'ai cherché de l'argent à faire revenir dans l'entreprise pour payer les salaires et compagnie. Et j'ai proposé au board, voilà, on a 700 000 € à réinjecter dans l'entreprise. Le board a refusé. Puis les 2 investisseurs qui ont refusé sont venus. Mais on a une proposition d'injecter 2 millions d'euros dans la société avec une valorisation qui était bien plus basse que ce que... Quand ils étaient rentrés, en gros, ils prenaient 30-40% de la société comme ça. Ce qui nous a foutu dans la merde. Alors bien sûr, on ne l'a pas accepté. Hein. Là, c'est la partie simple. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que tu as beaucoup de pression psychologique. Tu dors plus. C'est que ça dure des mois, cette discussion. Tu as des avocats, des machins, des trucs. Et que pendant ces mois-là, toi, tu essayes de faire survivre la boîte, quoi. T'essaies de payer tes salaires, de faire que l'argent rentre. Dire bonjour à tout le monde le matin. Ça, c'est le truc sourire, du dessus, quoi. C'est le truc que tu fais sur le côté, mais qui pèse beaucoup, quoi. Et alors, justement, ensuite, t'as appris sur le tas? Là, à un moment donné, après quelques mois de discussion où j'en voyais plus le bout et on n'arrivait pas à se mettre d'accord, à un moment donné, je me rappelle très bien de cette nuit-là, vers minuit, je suis rentré un soir chez moi, j'ai dit j'en ai marre de toutes ces conneries. Et j'ai commencé à faire la liste des gens que j'allais licencier. Et je me dis, dans quelques semaines, je me mets à l'équilibre, quoi. Est-ce que tu avais un petit verre de whisky avec du smooth jazz derrière? Quand tu faisais le Death Note, là. Non, on en rigole, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible parce que c'est la première fois de ma vie où j'ai licencié des gens que je voulais pas, quoi, que j'aimais bien, mais c'était juste nécessaire pour la survie de la boîte parce qu'il n'y avait plus de capitaux étrangers qui allaient rentrer et il fallait qu'on devienne à l'équilibre, quoi. Maintenant que tu as trouvé quelque chose d'un peu plus équilibré, que ta boîte que ta boîte va mieux, est-ce que tu as eu un contre-coup de la communauté de l'open source? Alors ça, c'est ce qui est marrant, c'est que moi j'ai été passionné de l'open source, je voulais faire que de l'open source. On a construit une communauté sur cette idée de dire on va faire le logiciel 100% open source, etc. Après, je les ai tous déçus parce qu'à un moment donné, j'ai dû changer d'avis et de dire désolé les gars, maintenant 80%, tout ce qui est open source, c'est open source bien sûr, mais on va ajouter 20% de fonctionnalités payantes. Tout le monde s'est énervé, c'était la guerre, etc. Ce que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, de faire ça m'a permis de faire x10 sur les équipes de développement parce que du coup, j'avais des rentrées d'argent. J'ai pu engager 10 fois plus de développeurs et aujourd'hui, je contribue 10 fois plus à l'open source que ce que je faisais à l'avant où on n'était que 100% open source, alors qu'aujourd'hui, on n'est que 80%. Donc, c'était vraiment un très mauvais calcul de ma part. C'était vraiment par idéologie et non pas, en fait, la manière d'arriver à ce que je veux faire, de contribuer à l'open source. Maintenant, on y arrive mieux alors qu'on l'est pas complètement, quoi. C'est-à-dire que les gens étaient très fâchés du fait que... Alors, là, la communauté, effectivement, c'était l'enfer. C'est-à-dire que je les comprends, hein. Franchement, on les a déçus. C'est-à-dire que pendant des années, on a dit, les gars, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça.
Et à un moment donné, on dit bah non, finalement, on va changer de business model, on va pas faire. Ils ont été furieux. Si j'avais été plus clair au début, par exemple, j'aurais dit le business model dans le futur, c'est qu'on va devoir trouver une manière de rémunérer la société pour être durable sur le long terme, etc. Je pense que tout le monde l'aurait compris. Mais comme le discours n'était pas celui-là au début, il y en a des gens qui nous reprochent cette décision d'il y a quelques années, quoi. Il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est le fait qu'à l'époque, comme tu disais, c'est comme si vous aviez un petit gâteau où 100% était open source. Ouais. Maintenant, il y a un pourcentage moins important de votre Maintenant, c'est 80%, mais j'ai une grosse tarte, quoi. Mais exactement, le gâteau a été décuplé. Une notion qui n'est pas forcément intuitive pour tout le monde et qui peut créer justement des frustrations pour rien. Non, ouais. Je vais faire une blague, je fais qu'effectivement, Notion, c'est pas intuitif. Pour le logiciel. Ah, on fait une alternative à Notion aussi, qu'on vient de lancer. Est-ce que ça marche? Alors, on vient de la lancer il y a 3 semaines, donc on n'a pas encore beaucoup de retours, mais... Non, mais est-ce que le programme fonctionne? Alors, on n'est pas aussi bien que Notion, alors t'as des critiques sur Notion. J'allais dire, si le vôtre s'ouvre, déjà, je pense qu'on est vraiment pas mal. Hyper intéressant. Alors, donc, c'est un gestionnaire de Base de documents connaissances, intelligents. Ouais. Comme Notion. Alors, en fait, on a copié Notion, hein, c'est simple. Bah non, mais il faut. J'adore ça. Bah non, mais il faut, objectivement. Ouais. Donc, on les a copiés complètement, mais alors on l'a intégré au reste. Donc, tu as des trucs du style, tu es en relation commerciale, un bouton, tu arrives dans la base de connaissances, ça revient pour ton email, ça remplit ton opportunité pour faire la qualification du prospect. Donc, tout est connecté, quoi. Tu vas le faire quitter Notion. Est-ce que tu peux avoir de l'automatisation à l'intérieur d'Odoo? Oui, on a ce qu'on appelle le Odoo Studio, qui est une app pour créer des apps ou customiser des apps. Où tu peux drag and drop, faire tes écrans, faire quand il se passe ça, je fais ça, etc. Et donc, tu pourrais intégrer un bout de base de données dans ton Notion-like, entre guillemets, par exemple? Tu peux construire tes propres tables. Oh là là. Pardon. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, vraiment. C'est ce que je reproche aussi un peu à Notion, c'est le manque de customisation. Un entrepreneur honnête, intellectuellement, c'est pas courant. Et ouais, c'est surtout la transparence qui revient le plus. C'est ça qui je pense, fait plaisir. C'est le caractère open source aussi. On a toujours communiqué. Mais c'est ce que font toutes les boîtes open source, quoi. Je crois que par exemple, on peut savoir quel est, en gros, le salaire moyen dans les équipes de Odoo avant d'être embauché. Alors sur notre site web, si tu vas sur odoo.com/jobs, tu peux voir la moyenne des équipes. Donc tu dis, moi je suis développeur, 4 ans d'expérience, et tu vas voir la moyenne de combien sont payés les gens. Et là, tu mets un développeur qui a 5 ans, par exemple, et tu vas pouvoir choisir ta voiture de société. Est-ce que tu non mais stop, mais quoi? Sérieux? Si, regarde là. Quoi? Donc non, mais là, t'as le brut à droite, le net à gauche, et puis là, tu peux configurer tes options pour ton salaire. Attends, mais tu le vois en temps réel? Tu vois en temps réel. Donc tu cliques sur Company Car, tu peux choisir ta voiture, par exemple si tu veux une Tesla. Et non mais là où t'es un génie, c'est qu'en fait t'as automatisé ton recrutement RH. C'est incroyable. Il y a littéralement un questionnaire, ça me fume. Mais et en fait avant on avait des problèmes, il y avait plein de négociations. Et si je prends une voiture comme ça, j'ai combien? Et si je fais ça, j'ai combien? Arrêtez de faire chier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si les gens dans ta boîte veulent changer, est-ce qu'ils veulent plus de jours de congé? Ils passent par le même formulaire, ils choisissent tout et puis voilà. Et c'est automatisé? C'est automatisé, ouais. Et on fait la paye et tout. Ouais. J'avoue que c'est une super question. Et ça, c'est une app Odoo. Hein. Odoo utilise Odoo? Bah oui, c'est une app Odoo, ça. Génial. Trop, mais... Et derrière, il y a tout. Par exemple, tu peux choisir la voiture, c'est lié avec la gestion de flotte. On gère les flottes de véhicules, on gère tes congés, tout est lié, quoi. Et si tu pouvais nous donner un petit peu ta vision pour les 5 prochaines années, où est-ce que t'aimerais... Qu'est-ce que tu aimerais conquérir? Le website e-commerce. Genre 20% des sites web, ça me plairait bien, quoi. On est à 0,1% aujourd'hui, hein, donc il y a encore du boulot. 0,1? Ouais, c'est énorme. 1 sur 1000. C'est énorme, mais c'est pas énorme en même temps. Mais 0,1% des sites web fait avec ta solution aussi, c'est quand même gigantesque. On commence, quoi. À propos de développement web, on avait également reçu Mathieu Nebra, la légende, qui était venu nous raconter les erreurs que tous les nouveaux développeurs font. C'était dans cette vidéo. Je vous laisse aller voir.